Bien. Pour en fait ne pas m'attarder, je vais présenter brièvement les écoles doctorales. Les écoles doctorales en Espagne ne sont pas obligatoires. Vraiment, c'est une possibilité qui est ouverte aux universités. Les universités sont en mesure de créer des écoles doctorales. Deuxièmement, en Espagne, il n'y a pas de registre de groupe de recherche certifié. Donc, les écoles doctorales ne peuvent pas être axées sur les groupes de recherche comme il est fait en France. Elles s'articulent autour de programmes de doctorat qui intègrent des chercheurs individuels ou des groupes de recherche, de telle sorte que le lien très étroit qui existe entre les écoles doctorales et les organismes français c'est un lien très difficile à articuler, car il n'y a pas de registre, comme je dis, d'une part. D'autre part, il y a une certaine tendance au sein des universités à utiliser le décret et les écoles doctorales, dont le nombre est très faible, donc les utiliser comme des bureaux de gestion académique du doctorat, ce qui ne devrait pas être le cas, car le décret souligne que les écoles doctorales doivent faire partie de la stratégie de recherche de l'université. Et donc, les écoles doivent être des référents, de telle sorte que, malgré ceci, il y a quelques initiatives en Espagne de création d'écoles doctorales et la crise, évidemment, a porté atteinte à ces initiatives, car l'investissement, surtout personnel, est important pour mettre en œuvre tout le programme de travail et espérons que la collaboration établie avec les écoles doctorales françaises serve d'exemple pour les Espagnols, pour qu'en quelque sorte ce soit un miroir bon sur lequel se regarder et apprendre. Car, comme je dis, les écoles doctorales ici en Espagne ne sont ni vérifiées ni certifiées. Il y a des communautés autonomes qui ont établi certains critères de vérification et de certification, mais ce n'est pas généralisé. Merci. Si vous avez des questions, vous pouvez les formuler maintenant, et donc j'invite notre collègue français et pouvoir répondre à vos questions. Je suis Emilio Menguez, vice-recteur de l'Université Polytechnique de Madrid. Et je voulais demander à notre collègue français si dans les écoles doctorales françaises, il y a une participation de l'entreprise privée. Ce n'est pas généralisé, mais c'est fortement recommandé. Nous avons des opérations particulières qui visent à sensibiliser les doctorants au cours de leur thèse à l'entreprise, et ceci se fait avec l'entreprise. Il y a, je vais citer une opération qu'on appelle les doctoriales, qui sont des opérations qui se pratiquent par site. Il y a une quinzaine d'opérations qui se tiennent chaque année en France. Et au cours de ces doctoriales, il y a un échange entre les doctorants, dans un site particulier, et les entreprises. En général, les entreprises qui sont implantées sur le site. C'est un programme qui est co-construit avec l'entreprise. Et de ce fait, les doctorants ont une opportunité unique d'aller à la rencontre de l'entreprise. Alors, initialement, ce lien a été évidemment plus facile à établir avec des disciplines scientifiques. Et en ce qui concerne Marseille, pardonnez-moi, nous avons ouvert ces opérations depuis maintenant 4 ans au secteur des sciences humaines et sociales, et notamment nous avons invité beaucoup d'entreprises au niveau de leur direction des ressources humaines, des RH. Et ça marche très bien parce que ça ouvre des perspectives considérables à toute une série de doctorants qui n'avaient pas imaginé que leur place pouvait être dans l'entreprise, notamment dans ce secteur des sciences humaines et sociales. Donc c'est pour nous une vraie réussite.
D'autres questions? Monsieur José María Aranda, j'ai des compétences à l'Université Complutense. Et ma question... Donc, mon français n'est pas très bon, donc je préfère en parler en espagnol. Vous avez parlé de la masse critique nécessaire pour qu'une école doctorale ait un sens. Certaines écoles doctorales françaises, par exemple Sorbonne Panthéon, présentent de moins en moins de thèses doctorales par rapport à certains départements universitaires espagnols. Donc, quel est le sens de maintenir cette masse critique, même quand l'université ne présente suffisamment de thèses par an? Alors, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est un domaine dans lequel il y a une évolution permanente. Et donc, nous sommes très vigilants en ce qui concerne le constat de l'adéquation entre le potentiel de formation, c'est-à-dire les équipes de recherche, pas les individus, les équipes de recherche labellisées, comme je disais tout à l'heure, et un domaine particulier. Et donc, dans ce contexte-là, il y a évidemment des forces qui se dégagent très facilement, des lignes de force, non pas dans les universités, mais dans les sites, puisque c'est au niveau des sites que s'établit cette politique. Mais il y a quelques domaines, en particulier dans des domaines, je dirais, un petit peu exotiques, des langues rares, dans lesquelles il y a évidemment très peu de chercheurs. Donc on ne va pas pour autant supprimer la possibilité de réaliser une thèse dans un domaine qui pourrait être, je dirais, un dialecte indonésien. Si la compétence existe localement, on va laisser la possibilité de le faire. Mais de façon plus générale, ça sera plutôt dans le domaine, dans un registre qui sera langue étrangère, plutôt que spécifiquement un doctorat dans le domaine du dialecte correspondant. Donc cette notion de masse critique doit se concevoir au niveau d'un ensemble d'établissements, et donc Paris, Sorbonne, PSL, comme on dit maintenant, a créé un ensemble qui maintenant est tout à fait conséquent, et donc il va pouvoir dégager de nouvelles lignes de force. C'est comme ça qu'on... Oui, je vous remercie ce que vous avez présenté, mais j'attends encore une réponse pour le service du rectorat par rapport à un glossaire, un vrai glossaire, c'est-à-dire quand on parle de co-tutelle qui n'est pas admise dans tous les pays. Si c'est un doctorat conjoint, si c'est un programme de doctorat, car sinon, si on ne définit pas clairement la co-tutelle, une grande confusion est créée et à peu près 950 thèses par an sont présentées par an, y compris les ingénieries. Donc il n'y a que 36 cas de co-tutelle de doctorat conjoint. Donc le nombre de co-directions avec des universités étrangères dépasse les 200. Mais on voudrait un glossaire concret pour éviter des conflits, notamment l'établissement de conventions, car sinon il faut aborder convention par convention pour résoudre les différents conflits. Donc, c'est bon, c'est une suggestion adressée au ministère et je prends bonne note et on tiendra compte évidemment de vos propositions si ceci avance. De toute façon, la réponse à votre question est aussi liée au diplôme qui est délivré pour le nouveau docteur et liée aussi à la convention moyennant laquelle la thèse a été élaborée. Donc il y a une co-tutelle à la française, donc avec une thèse de lecture, on obtient 2 diplômes, et c'est une convention individu par individu, il n'y a pas d'engagement institutionnel entre les parties, uniquement entre les groupes de recherche. Donc c'est un genre de co-tutelle. Et il y a aussi des programmes conjoints où il est précisé s'il est délivré un diplôme conjoint ou double ou de chaque université. Ça dépend donc des universités et des cas, différents cas. Donc ceci doit être précisé moyennant convention et au moins comme vice-recteur à Valence, j'ai vu que tout est possible, presque tout est possible. Même jusqu'au cas bizarre d'une thèse avec deux diplômes de docteur. Ce que j'ai toujours trouvé un peu étrange.
Oui, je crois qu'il faut internationaliser, mais pas à tout prix. Oui, notre collègue français veut aussi répondre à ta suggestion. Pour préciser qu'il ne s'agit pas d'une co-tutelle à la française. Non, il s'agit d'une convention de co-tutelle internationale. Donc tous les pays européens sont signataires de cette convention. Cette convention est extrêmement précieuse parce qu'elle définit les conditions de la réalisation de la thèse, que ce soit sur les inscriptions successives dans une université ou dans l'autre alternativement, que ce soit les conditions du financement de la thèse et les conditions de jury. Et enfin, les conditions de codiplomation. Donc j'ai vu, madame, que tout à l'heure vous aviez évoqué la question de savoir si on devait admettre le résultat d'une soutenance qui avait lieu dans un établissement partenaire. Par définition, si vous signez la convention, vous donnez, c'est de la codiplomation, c'est-à-dire vous donnez un diplôme, même si la soutenance a eu lieu à Marseille ou à Paris. Donc ceci, c'est une garantie, à mon sens. Et d'ailleurs, je voudrais engager, en tout cas, nos collègues français sont sensibilisés à cette question. Nous essayons de promouvoir la procédure de co-tutelle telle qu'elle donne des garanties à la fois aux doctorants et aux universités. Et nous essayons justement d'éliminer toutes ces procédures d'arrangements bilatéraux qui sont des conventions entre établissements qui ne garantissent rien, à tel point que le plus souvent à la fin, on observe ce que vous dites, c'est-à-dire que un établissement dit non, moi je ne suis pas concerné, surtout s'il y a un petit problème, ce qui arrive régulièrement, mais moi ça c'est pas mon problème, cette thèse n'est pas bonne et je ne veux pas la cautionner. Donc moi je vous engage à essayer d'évoluer comme nous le faisons nous, vers un cadre qui est, ma foi, assez rigide, mais qui définit et qui est protecteur pour les universités et pour les doctorants, qui est la co-tutelle internationale. Merci beaucoup. Question suivante. Je travaille à l'université de Barcelone. Pardon? Oui. Les rôles principaux serait d'établir une liaison du point de vue géographique, du point de vue stratégique, ou ce serait pour organiser un peu des écoles? Alors, non, c'est tout à fait intéressant et donc c'est une expérience puisque nous sommes parmi les premiers à monter ce genre d'opération. Il est clair que les collèges doctoraux ont d'une part la vocation de donner de la lisibilité, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une thèse, par exemple, de l'université d'Aix-Marseille aujourd'hui, sous l'égide du collège doctoral Aix-Marseille Université, 12 écoles doctorales, 4000 doctorants. Voilà, ça c'est le résultat. En fait, objectivement, ce que nous promouvons au niveau des écoles doctorales, comme j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, c'est de la transversalité, interdisciplinarité, transversalité. Ceci ne peut pas se faire au niveau des écoles doctorales, ou tout au moins si ça se fait, c'est redondant parce que chaque école doctorale développe son propre programme d'interdisciplinarité. Si vous mettez tout cela dans une seule bannière qui est le collège doctoral, à ce moment-là, tout ce qui est transversal, toutes les formations transversales, formation à l'entreprise, formation à la communication, formation à l'expertise, etc., tout cela peut se faire au niveau du collège doctoral. Donc je vous engage à regarder le site de l'Institut de formation doctorale de Paris 6, qui est très bien développé et qui a été vraiment pionnier dans ce domaine, et puis ce que nous faisons modestement à Marseille, qui va tout à fait dans ce sens-là. Et donc les écoles doctorales, à ce moment-là, se focalisent sur, bien sûr, le recrutement de leurs doctorants, sur les liaisons avec leurs propres laboratoires, équipes de recherche, et sur la formation disciplinaire. Et le collège doctoral prend en charge tout ce qui est transversal, c'est-à-dire l'interdisciplinarité, et ça permet d'avoir des régulations finalement de sites. Nous avons une charte des thèses, c'est-à-dire une espèce de guide de bonne pratique qui est partagé, signé par toutes les écoles doctorales, et donc chacun applique bien sûr les règles qui sont celles de l'université. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Creo que tenemos aquí una, y si no hubiera más interacciones con esta aún, quería también... Vale. ¿Alguna más? Pues con estas dos podemos concluir la sesión, pero vamos a terminar con ellas. J'aimerais faire un complément sur cette partie collège doctoral en parlant rapidement de l'expérience toulousaine. Nous avons 15 écoles doctorales et 5000 doctorants, donc un peu plus qu'à Marseille. Absolument.
et où nous avons un collège doctoral qui a marché tellement bien, parce que vous parlez de l'interdisciplinarité qui est, je dirais, une évidence, mais chemin faisant, depuis des années que nous travaillons, nous sommes rendus compte qu'en fait, il n'y a pas que l'interdisciplinarité. L'international, nous avons beaucoup de choses en commun entre les différentes disciplines, indépendamment de la discipline. Nous avons aussi toute une partie lien avec la société. Nos doctorants organisent des choses dans lesquelles nous avons des scientifiques, des philosophes et des littéraires qui apparaissent, et également vers les entreprises, puisque nous avons des programmes où nous avons mélangé des scientifiques et des littéraires, et ça a même donné des thèses CIFRE avec des industries pour des littéraires. Donc, on s'est rendu compte que, en fait, nous, on a défini 4 piliers, l'interdisciplinaire, l'international, lien avec la société et lien avec les entreprises, que nous avons placé au-dessus des écoles doctorales dans cette dimension-là. Et depuis cette année, nous avons proposé à Toulouse de créer une école des docteurs, qui est une formalisation, on l'appelle l'école des docteurs de Toulouse, qui est une formalisation du collège doctoral et dans lequel on va donc embaucher des gens pour soutenir ces différentes actions et qui a été donc accepté dans le cadre de l'IDEX toulousain et qui est donc financé à partir de cette année. Donc nous espérons effectivement développer énormément ces aspects. Voilà, effectivement, certains sites ont une expérience grandissante, donc Toulouse. La Bretagne a également une très forte structuration. Paris 6 en interne, mais ça on en parlera demain. Et donc Marseille sont les sites principaux sur lesquels cette notion de collège doctoral a très rapidement démarré. Mais maintenant, nous avons eu une réunion la semaine dernière, il y a un mois, à ParisTech des directeurs de collèges doctoraux, et nous étions 17 sites représentés. Donc c'est quelque chose qui est en train de se développer à grande échelle, et donc il va falloir qu'au niveau du ministère, on reconnaisse cette réalité qui est celle des collèges doctoraux, ce qui n'est pas encore le cas. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente. Je suis José Manuel Ricard, vice-recteur de l'Université de Tarragone. Établir un doctorat en Espagne, cela exige un processus de vérification et accomplir des conditions, mais aussi de masse critique par rapport aux doctorants, par rapport aux professeurs. Donc établir un diplôme conjoint avec une masse critique suffisante de doctorants qui puissent faire une mobilité, une co-tutelle, si ce n'est pas une université très grande, je le trouve difficile. Mais je crois que ce serait possible qu'à l'intérieur des programmes doctoraux, au sein des universités, certains doctorants puissent mener une co-tutelle. Ceci est facile, il y a des conventions, il y a des doubles diplômes, mais je trouve très difficile d'établir des diplômes conjoints. Au-delà de Erasmus Mundus. Donc la question est la suivante. Est-ce qu'on pourrait établir un diplôme conjoint avec une université, mais il y a un mécanisme qui n'est pas abordé, qui n'a pas été abordé, ce sont les conventions de formation. Une université A a son programme de formation doctorale, l'université B a son programme, et les universités signent une convention à travers laquelle un doctorant de A peut faire une partie chez B, et ceci est reconnu par A comme une formation propre, et vice-versa. Il ne faut pas un programme conjoint, ce n'est qu'une convention de reconnaissance de formation. Et ce n'est pas comme la co-tutelle qui concerne les individus. Ceci est établi entre les institutions et donc avec un certain objectif de pérennité. Donc entre un programme de doctorat et un autre, ou entre deux écoles. Le schéma est assez flexible.
Je veux aussi répondre à pour revenir sur la notion de masse critique et donc votre préoccupation qui est celle de sites dans lesquels il y aurait relativement peu de force dans un domaine. Dans quelques secteurs très particuliers, mais c'est très particulier, où justement les forces sont dispersées sur le territoire. Alors, c'est un pays qui est très centralisé, peut-être que ce n'est pas le cas chez vous, mais en tout état de cause, nous avons créé des écoles doctorales nationales. Donc nous avons en fait des écoles doctorales, rares, hein, très peu, dans le domaine de la santé publique en particulier, dans lesquelles il y a des forces qui sont schématiquement réparties sur une dizaine d'universités qui sont sur le territoire. Et à ce moment-là, ça crée un réseau. Et les doctorants, bien sûr, sont inscrits dans chacune de ces universités, mais par contre, doivent suivre un programme qui est commun, c'est-à-dire que périodiquement, ils sont rassemblés sur un seul site. Et donc, ils suivent un ensemble de modules, puis ensuite, ils repartent dans leur laboratoire, etc. Donc, cette possibilité existe aussi. Ce n'est pas que de la structuration de sites, mais ça, c'est pour répondre à une préoccupation qui est celle de l'absence de masse critique dans un secteur particulier. Donc, tout est possible. Oui, dernière question. Jean-Denis Nicolas, directeur de l'Institut de formation doctorale de l'Université de et directeur du collège doctoral de Sorbonne. J'avais une question par rapport au jury, la validation de la thèse. Vous avez insisté sur le jury, mais avez-vous une procédure de rapporteur comme nous avons en France, qui est importante dans les conventions de tutelle? C'est-à-dire deux experts qui doivent lire la thèse et évaluer si elle est peut-être en Espagne. Et oui, ça existe, ça peut se faire, et ça est dit exprès comme ça pour les thèses qui sont réalisées en collaboration avec des autres universités d'autres pays. Alors, ça peut s'inclure sans problème. En fait, on a réduit le nombre des membres du jury jusqu'à minimum 3 pour introduire la figure des rapporteurs, ce qui fait moins important vraiment le jury. Donc, on va clore cette séance en remerciant la participation de Roger Ignacio Nebot, qui est un grand expert dans ces sujets de doctorat. Il a participé en fait au groupe de travail avec le document préalable pour la rédaction du décret royal des doctorants, en plus de son expérience comme vice-recteur de doctorat, et il est un expert aussi du processus de Bologne. Et d'autre part, on va remercier aussi M. Lyon d'avoir participé, d'avoir fourni une panoramique très intéressante de la législation française concernant les enseignements de doctorat, les écoles doctorales. Bien sûr, merci aussi pour votre participation, pour votre intérêt, pour vos questions. Et donc, merci beaucoup.